Il y a un moment où vous réalisez que votre corps vous a trahi. Cela arrive en silence. Peut-être que vous montez des escaliers, peut-être que vous jouez avec votre petit enfant, peut-être que vous marchez simplement, et soudain, vous ne pouvez plus respirer. Votre poitrine se serre, vos poumons brûlent. L'air qui venait autrefois si facilement semble maintenant vous filer entre les doigts. Vous vous arrêtez, vous vous appuyez contre un mur, vous attendez, et à ce moment-là, une pensée terrible vous traverse l'esprit. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que je suis devenu maintenant? Le cabinet du médecin devient familier, trop familier. Les ordonnances s'accumulent sur le comptoir de votre cuisine. Des inhalateurs bleus, des comprimés blancs, des avertissements jaunes. C'est normal, dit-il. Vous vieillissez, mais à l'intérieur, vous hurlez parce que vous vous souvenez. Vous vous souvenez avoir couru, vous vous souvenez avoir dansé, vous vous souvenez d'une époque où votre corps ne ressemblait pas à une prison. Vos enfants commencent à s'inquiéter. Ils parlent plus doucement autour de vous, ils proposent de porter des choses. Ils vous regardent avec ces yeux-là, ces yeux attentifs et doux qui disent « J'ai peur de te perdre ». Et le pire, vous avez peur vous aussi. Vous avez peur de devenir un fardeau, celui qui ne peut plus suivre, celui qui a besoin d'aide pour tout, celui dont les poumons ont abandonné avant le cœur. Mais si je vous disais, qu'il existe un homme qui a refusé d'accepter cette histoire, un homme qui, à 93 ans, peut retenir sa respiration plus longtemps que la plupart des adolescents. Un homme qui plonge dans l'océan, sans bouteille, sans oxygène, juste son corps et l'immensité bleue. Un homme dont les poumons fonctionnent mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il s'appelle Edith, et ceci n'est pas un conte de fées. C'est son histoire. Écoutez-moi bien. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez exactement le secret qu'Edith a utilisé pour transformer ses poumons. Ce n'est ni un médicament, ni une opération, ni une thérapie coûteuse réservée aux plus riches. Une routine simple, quelque chose d'aussi évident, d'aussi ancien que la médecine moderne a presque oublié son existence. Et voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Vos poumons ne sont pas cassés. Ils sont juste oubliés. Ils respirent mal depuis des années, de façon superficielle, paniqués, à moitié vivants. Mais Edith a appris à les réveiller. Il a appris à respirer comme les humains sont censés respirer, comme nos... Et quand il l'a fait, tout a changé. Son énergie est revenue. Sa peur a disparu. Son médecin est resté silencieux, fixant les résultats des tests. Cela n'avait aucun sens. Ce n'est pas possible, dit-il. Mais Edith s'est contentée de sourire. Parce qu'il savait quelque chose que l'autre ignorait. Il savait que le corps, lorsqu'on lui donne les bons outils, peut se guérir lui-même. Alors, si tu es assis là en ce moment, à lutter pour respirer, à avoir du mal à croire que les choses peuvent s'améliorer, reste avec moi. Parce que ce que tu t'apprêtes à apprendre va tout changer. Edith n'a pas toujours été comme ça. Il y a 30 ans, il était en train de mourir. Pas de façon spectaculaire, pas soudainement, lentement. Le genre de mort qui survient dans les cabinets médicaux et les files d'attente à la pharmacie. Le genre qui épuise ton esprit avant de t'enlever ton souffle. Tout a commencé au début de la soixantaine. Une toux persistante. Rien de grave, pensait-il. Juste un rhume qui ne voulait pas partir. Mais le froid ne nous a jamais quittés. Les semaines se sont transformées en mois. Les mois se sont transformés en années. Son médecin a diagnostiqué une bronchopneumopathie chronique obstructive. BPCO. Une lente suffocation. Vos poumons sont endommagés, dit-il de sa voix professionnelle. Détachés, marqués par la vie, la pollution, le stress, l'âge. Il lui tendit un inhalateur. Utilisez ceci 2 fois par jour, pour toujours. Ce mot résonnait dans son esprit tandis qu'il sortait du bureau, serrant contre lui le petit appareil en plastique comme une bouée de sauvetage. Au début, l'inhalateur aidait, un peu, juste assez pour passer la journée. Mais son monde rétrécissait. Il a arrêté d'aller au marché, trop d'escaliers. Il a arrêté de rendre visite à ses amis, trop de marches.
Il a arrêté de chanter, une passion de toute sa vie, parce qu'il ne pouvait plus tenir une note sans s'essouffler. Il se réveillait au milieu de la nuit au son de sa respiration sifflante, sa poitrine grinçant comme un vieux moteur peinant à démarrer. Peut-être qu'on devrait essayer un autre médecin, disait-il. Alors ils l'ont fait. 5 médecins, 7 médicaments, des corticoïdes qui lui faisaient gonfler le visage, des pilules qui lui donnaient le vertige, des bouteilles d'oxygène qui sifflaient dans un coin de leur chambre comme un fantôme mécanique. Rien ne fonctionnait. Non, ce n'est pas vrai. Rien ne l'a guéri. Les médicaments géraient les symptômes. Ils le maintenaient en vie, mais ils ne lui donnaient pas la vie. Il se souvient du moment où il a craqué. C'était un mardi. Sa petite fille, Amma, était venue lui rendre visite. Edlis regarda sa bonbonne d'oxygène. Il regarda ses chevilles enflées. Il regarda le visage de sa petite fille. « Pas aujourd'hui, ma chérie, murmura-t-il. Emma acquiesça. Il n'a pas pleuré, il ne s'est pas plaint. Il venait de comprendre. Et c'était pire. Ce soir-là, Edlis était assis seul dans son jardin. Le soleil se couchait. L'air était frais. Il essaya de prendre une grande inspiration. Il ne pouvait pas. Ses poumons se remplissaient à moitié, puis s'arrêtaient, comme une porte qui ne s'ouvrait pas complètement, comme une chanson qui se terminait trop tôt. Et il pleura. Il pleura parce qu'il était fatigué. Fatigué de se battre. Fatigué d'échouer. Fatigué d'être prisonnier d'un corps qui avait oublié comment vivre. « Je ne veux pas être cette personne, murmura-t-il à personne. Mais l'univers écoutait. 3 semaines plus tard, Edith rencontra un homme nommé Samantha. C'était vraiment un accident. Il était dans une petite librairie, un des rares endroits où il pouvait encore aller sans s'épuiser. Le propriétaire le connaissait. Il gardait toujours une chaise près de la fenêtre où il pouvait s'asseoir et se reposer. Ce jour-là, un homme plus âgé était assis sur sa chaise. Il leva les yeux quand Edith entra. Ses yeux étaient clairs, vifs, vivants d'une façon qui ne correspondait pas à son âge. « Vous pouvez prendre la chaise, dit-il, en commençant à se lever. « Non, non, insista Edith en lui faisant signe de la main. « S'il vous plaît, je vais juste jeter un œil. » Mais il ne regarda pas les livres. Il resta là, essoufflé, appuyé contre une étagère. Samantha le regardait. « Tu respires comme si tu avais peur, dit-il doucement. « Pardon ? Ta respiration est courte, nerveuse, comme si tu essayais de ne pas prendre trop de place. » Il voulait être vexé, mais il avait raison. « J'ai une BPCO, dit Edith, sur la défensive. Mes poumons ne fonctionnent pas correctement. » Samantha hocha lentement la tête. « Ou peut-être que vos poumons ne fonctionnent pas correctement parce que vous respirez comme ça. » Silence. « Ça n'a aucun sens, dit Edith. »« N'est-ce pas ?» Samantha se pencha en avant. « Dites-moi, quand vous respirez, où va l'air ? Votre poitrine ? Vos épaules ?» Il fronça les sourcils. « Où irait-il d'autre ? Ton ventre ?» Il a failli rire. « Mon ventre. Ventre ? » Quand tu étais bébé, dit Samantha, tu respirais avec tout ton corps. Ton ventre se soulevait et s'abaissait. Tes côtes s'élargissaient. Tes poumons se remplissaient complètement. Mais quelque part en chemin, tu as oublié. Nous oublions tous. Il se leva lentement, sans effort, comme un homme 2 fois plus jeune. J'ai 89 ans, dit-il. Je fais de l'apnée. Tu sais ce que ça veut dire ? Edith secoua la tête. Ça veut dire que je retiens ma respiration et que je nage. Il sourit. Il y a 10 ans, j'avais du mal à monter une colline. Mes poumons étaient faibles, mon corps me lâchait. Puis, j'ai réappris à respirer, à vraiment respirer. Edith le fixa du regard. « Tu penses que je suis fou ?» Samantha a dit. « Non, » murmura Edith, « je crois que je suis désespéré. » Il fouilla dans son sac et en sortit un petit carnet usé. « Tout ce que j'ai appris est là, » dit-il en le lui tendant. « Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un médicament, c'est simplement respirer, comme nous sommes censés le faire. » Edith prit le carnet. Ses mains tremblaient. « Pourquoi me donnez-vous ça ?» Samantha sourit.
Parce que moi aussi, je m'asseyais sur cette chaise et que quelqu'un m'a donné l'occasion de me lever. Il est parti. Edith resta là, tenant le carnet, les larmes ruisselant sur son visage. Ce soir-là, il l'ouvrit. La première page ne comportait qu'une seule phrase. « Tes poumons ne sont pas le problème, c'est ta respiration. » Edith lut le carnet 3 fois cette première nuit. Ce n'était pas compliqué. Il n'y avait pas de jargon médical. C'était simple, presque trop simple. Mais la simplicité, il allait l'apprendre, n'est pas synonyme de facilité. Samantha avait écrit à propos de quelque chose appelé la respiration diaphragmatique. Le diaphragme, un muscle en forme de dôme situé sous vos poumons, est censé faire la majeure partie du travail lorsque vous respirez, mais la plupart des gens ne l'utilisent jamais. Ils respirent avec leur poitrine, leurs épaules, leur gorge, de façon superficielle, rapide, incomplète. Ce type de respiration envoie un signal à votre corps. Danger, panique, survie. Votre cœur s'emballe, vos muscles se tendent, vos poumons se resserrent. Au fil des années, cela devient votre normalité. Mais le diaphragme, quand vous respirez avec votre diaphragme, tout change. Vos poumons se remplissent complètement. L'oxygène inonde votre circulation sanguine. Votre système nerveux se calme. Votre corps murmure, sûr, calme, vivant. Edith a commencé le lendemain matin. Il s'est allongé sur le dos, une main sur la poitrine, une main sur le ventre. La première consigne était simple. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Laissez votre ventre se soulever, pas votre poitrine. Il a essayé. Sa poitrine s'est soulevée. Son ventre n'a pas bougé. Il a réessayé. Même chose. Il lui a fallu 20 minutes juste pour sentir son ventre bouger. Juste un peu, juste assez. C'était étrange, vulnérable, comme réapprendre à marcher, mais il a continué. La routine quotidienne que Samantha lui avait apprise comportait 3 parties. Première partie, exercice de respiration du matin, 10 minutes. Chaque matin, avant de sortir du lit, Edith pratiquait la respiration diaphragmatique. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, le ventre se soulève. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez par la bouche pendant 6 secondes, le ventre s'abaisse. Répétez pendant 10 minutes. Ce n'était pas simplement respirer, c'était un entraînement, apprendre à ses poumons à se dilater, apprendre à son corps à faire de nouveau confiance à l'oxygène. Deuxième partie, respiration en marchant 20 minutes. Après le petit déjeuner, Edith marchait, lentement au début, mais au lieu de marcher puis de respirer, elle synchronisait sa respiration avec ses pas. 4 pas, inspirez. 4 pas, retenez votre souffle. 6 pas, expirez. Ce rythme transformait la marche en méditation. Son corps a cessé de se battre contre lui-même. Ses poumons ont cessé de paniquer. Troisième partie, respiration dans l'eau froide, 5 minutes. C'était la partie la plus étrange. Chaque soir, Edith remplissait une bassine d'eau froide. Il plongeait son visage dedans et s'entraînait à retenir sa respiration, d'abord seulement quelques secondes, puis de plus en plus longtemps. L'eau froide déclenchait en lui quelque chose d'ancien, un réflexe qui ralentissait son rythme cardiaque, économisait l'oxygène et renforçait ses poumons. Samantha appelait cela le réflexe d'immersion des mammifères, le même qui permet aux phoques et aux baleines de retenir leur souffle pendant des heures. C'était en lui, c'est en chacun de nous. Il lui suffisait simplement de le réveiller. La science expliquait simplement. Voici ce qui se passait à l'intérieur du corps d'Edith. Lorsque vous respirez profondément en utilisant votre diaphragme, vos poumons se déploient complètement. Les minuscules sacs d'air ou alvéoles s'ouvrent. L'oxygène pénètre dans votre sang, le dioxyde de carbone en sort. Mais lorsque vous respirez superficiellement en utilisant votre poitrine, seule la partie supérieure de vos poumons fonctionne. Le bas reste effondré, stagnant, faible. Avec le temps, ces parties inférieures oublient comment fonctionner. Elles se cicatrisent, elles se rigidifient. C'est ce que les médecins appelaient des lésions irréversibles. Mais Edith était en train de les inverser. Chaque respiration profonde était comme étirer un muscle resté contracté pendant des années. Chaque expiration était comme essorer une éponge qui avait retenu de l'eau sale. Ses poumons se réveillaient. Le premier miracle.
Au bout de 2 semaines, Edith a marché jusqu'à la boîte aux lettres sans s'arrêter. Cela ne semble pas grand-chose, mais pour lui, c'était tout. Au bout de 4 semaines, il est allé au marché à pied, sans bouteille d'oxygène, sans inhalateur. Au bout de 8 semaines, il est allé à la plage avec Emma. Ils n'ont pas seulement marché, ils ont joué, ils ont ri, ils ont respiré. Emma a regardé son grand-père et a dit « Tu es différent maintenant ». Edith a souri. « Je fais que respirer, ma chérie, respirer vraiment ». Aujourd'hui, Edith a 93 ans. Il nage dans l'océan 3 fois par semaine, sans combinaison, sans peur. Il retient sa respiration sous l'eau pendant 2 minutes, plus longtemps que la plupart des adolescents, plus longtemps que la plupart des athlètes. Son médecin, le même qui lui avait dit que les dégâts étaient irréversibles, a fait des tests l'an dernier. Il s'est assis en face de lui, fixant les résultats. « Votre capacité pulmonaire, dit-il lentement, s'est améliorée de 40%. » Il a levé les yeux. « Comment ?» Edith a souri. « J'ai appris à respirer. Il n'a plus besoin d'inhalateur, plus besoin de bouteilles d'oxygène, plus besoin d'avoir peur. On dit qu'il bouge maintenant comme un jeune homme, léger, libre, vivant. » Sa petite fille, Emma, vient tout juste de terminer sa première leçon d'apnée. « C'est grand-père qui m'a appris, » dit-elle fièrement. « Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Edith n'a rien de spécial. Il n'est pas surhumain. C'est juste quelqu'un qui a refusé de croire l'histoire qu'on lui avait racontée. Il a refusé de croire que vieillir signifiait souffrir, que des poumons faibles signifiaient une vie faible, que son corps était irrémédiablement brisé. Il a choisi d'essayer, de respirer, de croire, et son corps a répondu. Alors si tu regardes ceci en ce moment, que tu as du mal à reprendre ton souffle, si tu as peur de ce qui t'attend, si tu es fatigué d'être fatigué, je veux que tu saches qu'il n'est pas trop tard. Tes poumons ne sont pas cassés. Ils attendent simplement. Ils attendent que tu te souviennes, que tu respires, vraiment, comme tu le faisais quand tu étais jeune, comme ton corps a été conçu pour le faire. Commence aujourd'hui. 10 minutes, c'est tout. Allonge-toi, pose une main sur ta poitrine, une main sur ton ventre, et respire, lentement, profondément, pleinement. Laisse ton ventre se soulever. Laisse tes poumons se rappeler à quoi ils servent et regarde. Regarde ton corps commencer à guérir. Regarde ton énergie revenir. Regarde ton histoire changer, car l'histoire d'Edith, ce n'est pas seulement la sienne, c'est aussi la tienne. Il n'est jamais trop tard pour commencer ta propre histoire. Maintenant, respire et commence.